Le 27 décembre 1999, je me trouve à Plaza de Mulas, qui est le camp de base de la plus haute montagne en Amérique, la Concagua. Je suis là-bas avec mon ami Jean-François. On a organisé toute l'expédition ensemble, 44 kilos de matériel chacun sur notre dos. On prévoit faire l'ascension pour le 31 décembre 1999. Jean-François et moi, on a différentes discussions depuis quelques jours. Alors, je vous présente Jean-François qui va vous parler un peu de moi. Ouais, Benoît, ça fait une couple de jours qu'on discute ensemble, puis j'essaie d'y faire comprendre que c'est un peu risqué d'atteindre le sommet à minuit le 31 décembre 1999. Il a ça en tête, puis je sais plus comment y expliquer que c'est risqué, puis que moi, je veux pas faire ça. Bon, vous avez remarqué que Jean-François me ressemble beaucoup. Comment est-ce que dans notre relation, on aurait pu mieux se comprendre pour que lui vive moins de frustration puis qu'on puisse vivre ce projet-là ensemble de façon plus harmonieuse? Je vous présente 3 qualités fondamentales pour des relations personnelles qui sont enrichissantes, qui sont à la base de projets en groupe, en équipe, qui vont fonctionner de meilleure façon. Les 3 qualités en question nous viennent d'un chercheur et psychologue qui s'appelle Carl Rogers, qui est un des pères de la psychologie humaniste. Si on fait preuve d'empathie, de considération positive inconditionnelle et d'authenticité, on remarque que nos relations vont être au mieux de ce qu'elles peuvent être, que les gens avec qui on va interagir vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Quelques mots avant de poursuivre sur la communication non violente de Marshall Rosenberg. Ce que je vais vous présenter, ça constitue la base de la communication non violente qui a été développée par la suite. La première qualité fondamentale, c'est l'empathie. Pathie, ça vient du grec pathos. Pathos, c'est la souffrance. En, c'est à l'intérieur d'eux. C'est un concept dont on se sert beaucoup pour aller dans la souffrance d'un patient ou d'un client. Ici, on va utiliser empathie au sens où comprendre ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent, la personne en face de nous. L'empathie, ça ressemble à un autre mot. Ça ressemble à la sympathie. Sympathie, on le décortique avec le pathos, avec la souffrance de l'autre. Quand on offre nos sympathies dans un salon funéraire, on dit « je suis avec ta souffrance ». Si on fait ça avec les gens tous les jours, on va se gruger, on va se brûler à vivre trop les émotions négatives des autres. L'empathie, ça exclut pas de ressentir un peu puis de vibrer. Je compare ça à un diapason. En musique, un diapason, c'est une espèce de bébelle de même, en métal. Puis là, on le tape sur le coude, on se le met dans l'oreille, puis ça fait bip, ce qui est le lac 440. Probablement ce que j'ai pas fait. Pourquoi je compare avec un diapason? Le diapason, il émet une note parce qu'il bouge très très subtilement. On le voit pas vraiment, mais on l'entend. Puis c'est ça que je vous invite à développer, la capacité de vibrer juste assez. À l'inverse de, vous aurez reconnu les 2 tours jumelles ici, de New York, à l'inverse des tours jumelles qui, après avoir reçu chacune un avion, ont tremblé énormément pendant 45 minutes, 1 heure et se sont effondrées. Quand on vibre trop avec les autres, ça peut nous faire souffrir nous-mêmes, c'est pas productif. Le principal ingrédient de l'empathie, c'est de comprendre, c'est pas de ressentir. Comment on fait ça concrètement, manifester de l'empathie? L'empathie, ça implique pas que je parle, ça implique que je me mette dans une position qui est de l'ordre du savoir-être. Fait que je dis pas un mot, puis j'essaie de me mettre en position d'empathie. J'observe le non-verbal de l'autre. Ça va être notre principal outil pour faire preuve d'empathie. Les émotions, puis comment l'autre se sent, ça va se passer dans son non-verbal d'abord. Ça, c'est un indice non-verbal vraiment important. Souvent, les paroles vont nous aider aussi. « Je suis plus capable ». Je suis plus capable, c'est une phrase, c'est un indice pertinent. Dans le milieu de la transition socio-écologique, on est confronté souvent à un sentiment d'impuissance, on essaie de changer les choses, on essaie de faire bouger les choses. Je ne sais plus quoi faire pour arriver à attirer des gens, pour parler aux gens, essayer de les convaincre. Ces mots-là nous renseignent. Dans des situations avec des émotions un peu plus fortes, par exemple, on a un de nos collègues qui vient se confier, puis il est vraiment épuisé, il n'en peut plus. Là, il nous raconte un peu ses journées, comment se passent ses semaines, puis on sent qu'il va vraiment pas bien, puis on veut l'écouter de la meilleure façon possible. Comment est-ce qu'on peut faire preuve d'empathie? Une coche de plus. Une fois qu'on a fait ça,
On essaie de s'imaginer à sa place. Là, ça demande un effort de visualisation, puis vraiment s'imaginer, OK, j'essaie de m'imaginer, puis de voir les choses comme lui ou elle le voit. Pour faire un effort d'empathie encore plus complet, j'essaie de me mettre dans la peau de l'autre en tenant compte de sa personnalité. Si moi, je suis quelqu'un de très extraverti, j'ai de la facilité à parler aux gens, puis je parle à un de mes collègues qui, lui, a fait ça la semaine dernière, il cogne aux portes, puis parlait à des gens, puis il dit « Ah, je trouve ça vraiment dur, j'ai toujours peur que les gens me jugent, je trouve pas les mots. » Si j'essaie de me dire « Ok, j'essaie de me mettre dans sa peau, ça c'est quelqu'un de plus introverti. » J'essaie de penser avec sa personnalité. « Ah oui, je suis quelqu'un de plus gêné, j'ai de la misère à prendre la parole en public, j'ai de la misère à m'adresser aux gens. » J'essaie de comprendre son point de vue à partir de sa personnalité. La deuxième qualité fondamentale, c'est la considération positive inconditionnelle. Pour illustrer ce concept-là, on va regarder différents types de considération. On va placer à l'extrémité ici la considération qui serait négative. La personne, elle n'a pas de valeur à mes yeux. En fait, la personne, elle a moins de la valeur. Je l'haïs. Pensez à quelqu'un que vous haïssez, là. Mettons, je sais pas moi, votre meilleur ami qui vous a volé votre chum. On va imaginer un autre niveau. Absence de considération. Vous marchez dans la rue, vous voyez quelqu'un de l'autre côté. Bon, cette personne-là, je la vois pas positivement ni négativement, je la connais pas. On arrive à la considération positive. Pensez aux gens que vous aimez. Vous trouvez que ces gens-là, ils ont de la valeur. Vous dites, ah, cette personne-là, là, je l'aime bien. Là. On va séparer la considération positive en deux. D'un côté, on a la considération positive conditionnelle. Et de l'autre côté, la considération positive inconditionnelle. Dans la conditionnelle, bien évidemment, il y a l'idée d'un si. Je vais te considérer positivement, puis je vais te parler avec une certaine chaleur humaine si tu penses d'une certaine façon, si tu ressens les bonnes émotions et si tes comportements correspondent à ce que je valorise. Par rapport au changement climatique, plusieurs arrivent à la conclusion qu'il faut changer le paradigme puis qu'il faut remettre en question le capitalisme. Personnellement, moi, je suis assez d'accord avec ça. Je rencontre quelqu'un, puis la personne a dit « Non, non, moi, je pense qu'il faut rester dans le cadre du capitalisme. » Si je fais preuve de considération positive conditionnelle, ben à ce moment-là, ça peut me choquer, puis dire comme « Non, toi, tu penses pas correctement, puis je vais me tenir loin de toi, ou je vais te parler, puis là, tout d'un coup, je vais devenir un peu plus froid. » Déjà, les gens qui crèvent le plus, puis qui sont le plus malades des changements climatiques, c'est les gens qui ont le moins contribué. Puis ça me choque, ça me fait vivre la colère. Si je parle à quelqu'un, puis que la personne, elle ne ressent pas de colère par rapport à ça, elle dit « Ah, ben c'est comme ça, tu sais, dans la vie, il y a des injustices, puis elle ne ressent pas de colère. » Je me dis comme « Mon Dieu, quel monstre! » Puis là, je deviens froid, puis je m'éloigne. Ben là, je fais preuve de considération positive conditionnelle. Et finalement, si la personne, je dis, tu sais, c'est important qu'on donne un montant mensuel, le plus qu'on peut, tu sais, pour des organisations. Puis la personne a dit non, moi je veux pas donner, puis je donne pas une scène à ces organismes-là. Moi, je veux relâcher cette pauvre personne-là, mais je me trouve encore une fois dans la position d'une considération positive conditionnelle. À l'inverse, si je me trouve du côté inconditionnel, je dis peu importe ce que tu penses, peu importe que tu trouves que le capitalisme soit bien, je vais te traiter avec respect quand même. Je trouve que tu mérites des soins de santé si jamais tu es malade. Je trouve que tu mérites que des gens t'écoutent, que des gens t'aiment. Ça ne veut pas dire que tu es la personne avec qui j'aime le plus discuter. Ça pose la question fondamentale de distinguer le comportement de la personne. Je suis absolument pas d'accord avec le fait que tu trouves qu'on devrait annuler les cibles de réduction des gaz à effet de serre, mais je considère que comme personne, tu as de la valeur, puis tu mérites de l'amour, tu mérites d'être soigné dans un système de santé, et dans un pays comme le nôtre, il n'y a plus de peine de mort. Puis ça découle d'une certaine façon de la considération positive inconditionnelle. On dit tout être humain qui a commis un crime, il n'a pas commis un crime parce que c'est le démon incarné, il a commis un crime à cause de son histoire de vie, à cause de certaines caractéristiques, puis la personne ne mérite pas d'être tuée pour autant. Si on est capable, c'est pas toujours facile, de faire preuve de ce type-là de considération, on va faire en sorte que la personne en face de nous, elle se développe optimalement, mais aussi qu'elle coopère plus efficacement avec nous. Je parle beaucoup de relations interpersonnelles, mais la considération positive inconditionnelle peut aussi s'appliquer à nous-mêmes. Est-ce que vous vous pardonnez vos erreurs? Quand vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous voulez être, est-ce que vous êtes capable de quand même vous manifester de la chaleur humaine, de vous traiter avec respect, de penser que vous méritez quand même d'être aimé? Et ça correspond, en ce cas-là, à l'estime
de soi. Pour arriver à développer notre estime de nous-mêmes, mais aussi la considération des autres, il y a un principe qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'on est tous en développement. On peut faire des erreurs. La personne en face de nous, on peut penser que ça n'existe pas, les changements climatiques. En ce moment, elle en est là dans son développement. Puis nous, on a déjà été dans des périodes de notre développement où on niait certains faits, où on évolue avec le temps, on change, on se développe. Dans nos erreurs, il y a peut-être un signe de faiblesse, un signe de vulnérabilité, mais qu'on va aller en s'améliorant. C'est plus facile de faire preuve de considération positive à notre égard. La dernière qualité fondamentale, c'est l'authenticité. Valérie Plante, à la course à la mairie en 2017, avait quelque chose de très rafraîchissant par son authenticité, par son rire, entre autres. On sentait qu'elle était vraie. Puis ça crée une connexion émotionnelle qui aide, entre autres, la coopération. L'authenticité, c'est la rencontre de deux cercles. Le cercle de ce qui est dit, de ce qui est exprimé à haute voix, et le cercle de ce qui est ressenti à l'intérieur de nous, parfois au plus profond de nous. Quand on dit ce qu'on ressent vraiment, c'est là qu'on a de l'authenticité. J'ai l'idée de partir une grosse campagne de publicité à propos des changements climatiques. Une campagne de publicité qui serait efficace puis qui aurait pour but d'influencer les gens à changer des habitudes de vie. Je rencontre une personne, puis je lui parle de mon projet, puis la personne dit « Wow, c'est vraiment cool! Moi, j'ai étudié en marketing, puis je suis plus capable de travailler dans le milieu du marketing. On fait juste vendre des bébelles inutiles, puis encourager finalement les gens à produire toujours plus de gaz à effet de serre ou toujours plus de cochonneries. » Fait que je trouve ça vraiment cool ton idée, j'embarque. Là, une semaine plus tard, on se recroise, puis là, il dit « Hey, j'ai pensé à ça, puis finalement, je pourrais pas embarquer, là. J'ai pas le temps pour ça. » Puis là, j'y réponds, là, je veux faire preuve de considération positive inconditionnelle, puis j'ai dit « Ah, ben écoute, il n'y a pas de problème, là, c'est correct. » Puis là, on s'en va chacun de notre bord. Qu'est-ce qui laisse transparaître que c'est pas authentique, ce que j'ai dit? Quelque chose dans mon non-verbal. C'est pas convaincu, puis là, j'ai laissé trahir ce que je ressens. De l'abattement, du découragement. Fait que ça, je le ressens, mais je veux pas le dire. Mais ça transparaît par mon non-verbal. Fait que finalement, je me retrouve à dire quelque chose. Ah, il n'y a pas de problème. Ça me dérange pas. Je le dis, mais je le ressens pas vraiment. Mon non-verbal me trahit, puis il passe le message. Il y a des chances que ça envoie une certaine pression à l'autre. Puis que l'autre fasse comme « Ah ouais, je l'ai déçu, hein. » Puis 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard, 1 an plus tard, elle dit « Hey, j'ai du temps, j'ai envie de rejoindre Benoît, puis on va partir ça. » Puis finalement, il a gardé un peu une idée de déception. Ça a comme un peu contaminé notre relation, puis la personne ne me rappelle jamais. Si, à l'inverse, je dis quelque chose d'authentique à ce moment-là, hey, finalement, je pourrais pas participer, j'ai vraiment pas de temps pour ça en ce moment. Oh my god, shit, je comptais tellement sur toi, tu sais, avec ton profil en marketing, ça aurait été vraiment chouette, écoute. Mais en même temps, tu sais, je comprends, là, tu dois être occupé. Moi aussi, il y a des périodes dans la vie où je suis super occupé, fait que, tu sais, je comprends en même temps, là, mais... Là, je dis quelque chose que je ressens, puis ce que j'envoie à l'autre, c'est, écoute, je suis humain, je vis des émotions, ça me déçoit que tu participes pas, mais je t'en veux pas, tu sais. Puis, je le passe de façon authentique. La personne va s'en aller, faire comme, si jamais je trouve du temps, je vais le rappeler, en tout cas, on va voir, mais en ce moment, j'ai pas de temps, puis il respecte ça, cool. Là, en même temps, à l'intérieur de moi, ça se peut qu'il y ait comme, tabarnak, ça se peut pas qu'il me chie dans les mains, hostie, qu'il me fait chier. Ça se peut que j'aille ça en dedans de moi. Je suis pas obligé de tout dire ce que j'ai en dedans de moi. Mais si je dis, il n'y en a pas de problème, ça me dérange pas, bien là, je dis carrément quelque chose de faux. Fait que c'est ça l'idée. De s'assurer que quand on dit quelque chose, ce soit quelque chose qu'on ressent vraiment, mais aussi de laisser de ce côté-là des choses, c'est peut-être pas bon de dire, ce qu'on appelle la diplomatie. Quand on arrive à faire preuve des 3 qualités dont j'ai parlé, on arrive à bâtir des liens solides, des partenariats solides, les gens s'engagent, forment une équipe plus soudée. Quand on arrive à faire ça, puis on a plus de chances aussi d'attirer des participants, puis d'attirer des participants qui vont vouloir rester puis s'investir dans notre projet.